Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer d'où vient l'énergie dégagée par les réactions nucléaires de fission et fusion et comment calculer cette énergie. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Avant de commencer, je te conseille d'être bien familier avec la distinction entre fission et fusion. Tu trouveras en lien sous la description la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors, on regarde un exemple de fusion. Donc cette fusion entre le tritium et le deutérium qui va donner un noyau d'hélium et un neutron. Si on regarde la masse des différents constituants, donc des réactifs et des produits, on s'aperçoit que la masse des réactifs est beaucoup plus grande que celle des produits. Il y a une différence de masse qu'on appelle perte de masse, qui est donc la différence entre la masse des réactifs et la masse des produits d'une réaction nucléaire. Donc elle est notée delta M, et elle se calcule de la façon suivante: on prend la masse des réactifs et on lui soustrait la masse des produits. Comme la masse des réactifs est plus grande, tu vois que delta M sera positif. Dans le cas d'une fission, c'est la même chose. Si on regarde la masse du neutron et du noyau fissile, elle sera plus grande que la masse des deux fragments de noyau obtenus et des trois neutrons. Donc on a à nouveau une perte de masse, delta M, qui est la différence entre la masse des réactifs et la masse des produits de la réaction nucléaire, c'est-à-dire la masse des réactifs moins la masse des produits. À nouveau, on aura une valeur positive. Dans certains ouvrages et dans certains programmes, on va l'appeler défaut de masse, cette perte de masse. À mon sens, ce n'est pas exactement un défaut de masse, d'accord, ce sera effectivement plutôt une perte de masse, mais j'en reparlerai un peu à la fin de la vidéo. Donc, ne t'étonne pas, moi je vais parler de perte de masse. Maintenant, si dans ton cours ou dans ton livre, tu vois écrit défaut de masse, tu vas considérer que c'est la même chose pour l'instant. Que devient cette masse perdue? En 1905, Albert Einstein formule l'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc cette formule qui est très célèbre, où la variation de masse multipliée par c au carré est égale à delta E. Donc cette formule qu'on retrouve, qui est la plus célèbre d'Einstein, donc qui correspond à delta E, donc une variation d'énergie, delta M, une variation de masse en kilogrammes, et C, la célérité de la lumière dans le vide. Et donc en fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que la perte de masse qu'on a eue entre les réactifs et les produits d'une réaction nucléaire, elle a été transformée en énergie. Ça correspond à l'énergie qui est dégagée par cette réaction nucléaire. Pour la célérité de la lumière, la valeur pourra être donnée dans l'énoncé si on veut une valeur précise. Donc la valeur exacte de la célérité de la lumière, c'est 299,792,458 mètres par seconde. Tu n'as pas à retenir cette valeur. Si tu en as besoin, elle te sera donnée. Soit on te donnera une valeur plus approchée, comme 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, ou alors cette valeur de 3,010 puissance 8 mètres par seconde, on considère dans l'énoncé, celui qui a fait le sujet considère que tu dois connaître cette valeur, et donc il faut la connaître. À toi de t'adapter à l'énoncé. Alors, faisons le calcul d'énergie dégagée par la fusion. Tu auras forcément dans les données les masses des différents éléments qui constituent, donc qui vont faire ta réaction nucléaire. Ici, je vais prendre pour le calcul la valeur exacte de la célérité. On utilise la relation d'Einstein donc pour calculer cette perte d'énergie, donc cette énergie dégagée. Elle correspond donc à la perte de masse, masse des réactifs moins masse des produits fois c au carré. Je commence par la masse des réactifs. Ici, je prends 5,00826910-27, c'est la masse du tritium. Je lui ajoute la masse du deutérium, qui est là, et je soustrais la masse du noyau d'hélium, 4, qui est ici, et la masse d'un neutron. Et je multiplie tout ça par C. Et surtout n'oubliez pas le carré, c'est ce qui fait souvent défaut dans les calculs. Un petit oubli de carré et les valeurs, elles sont complètement fausses. Et voici la valeur qu'on a. Et donc là, pour ceux qui ont des problèmes avec les chiffres significatifs, là pour vous c'est du bonheur. Alors effectivement dans les calculs ça fait rentrer beaucoup de valeurs, mais du coup vous pouvez garder tous les chiffres du résultat. Puisque là on arrive à des valeurs qui sont quand même très précises, vu le nombre de chiffres significatifs qu'on a. Donc là on peut garder. Donc on va trouver 1,18464 10 puissance moins 11 joules. Cette énergie, elle correspond en fait à l'énergie dégagée quand un noyau de tritium rencontre un noyau de deutérium et fournit un noyau d'hélium et un neutron. Donc évidemment, quand il y a une fusion qui se déroule par exemple dans le Soleil, effectivement vous avez
beaucoup plus de noyaux qui vont se rencontrer, d'où l'énergie colossale qui est dégagée. Parce que là, une énergie en 10 puissance moins 11 joules, c'est pas énorme. Mais elle correspond uniquement à la rencontre de deux noyaux, à la fusion de deux noyaux. Alors, ça pourrait s'arrêter là, mais en général, on utilise l'unité qu'on appelle l'électron-volt pour calculer l'énergie. Donc, un électron-volt, par définition, ça vaut 1,6 10-19 joules. Donc, si tu veux transformer le résultat qu'on a eu précédemment des joules en électron-volts, il suffit de diviser par 1,6 10 puissance moins 19. Donc, on va trouver 7,4040001 10 puissance 7 électron-volts. Du coup, on a une valeur qui est quand même assez importante. Et donc, pour se débarrasser du 10 puissance 7, en général, on va transformer ça en méga électron-volts, qu'on appelle des MeV, grand MEV, méga électron-volt, qui vaut 10 puissance 6 électron-volts. Le méga, je vous rappelle que c'est 10 puissance 6, ça correspond à 1 million. Alors, si on a 7,4 10 puissance 7, ça veut dire que le 4 correspond à 10 puissance 6. On va donc avoir 74,04001 MeV, qui est la valeur de l'énergie donnée. Donc là, tu vois qu'on a pu calculer la valeur en joules et la valeur en MeV. Dans l'énoncé, on te donnera soit 1 électron-volt égale 1,6 10-19 joules, soit 1 MeV égale 1,6 10-13. Donc si c'est 1,6 10-13, tu pourras directement faire le calcul en passant de la valeur en joules à la valeur en MeV, donc en divisant par 1,6 10-13 au lieu d'1,6 10-19. Maintenant, tu peux le faire même si tu as la valeur de l'électron-volt qui t'est donnée et que tu te souviens de ça. Tu peux aussi faire directement ce calcul et obtenir ton résultat directement en méga électron-volt. Alors, il faut faire attention à l'unité de masse, puisque des fois, on pourra te donner l'unité de masse atomique. Alors, l'unité de masse atomique, qu'est-ce que c'est ? C'est une unité qui a été inventée par les scientifiques pour simplifier un peu leur calcul. Donc, ça correspond, cette unité, à la masse d'un noyau de carbone 12 divisé par 12. C'est la masse d'un nucléon, la masse moyenne d'un nucléon dans un noyau. Donc, la valeur est là, 1,66054 10 puissance moins 27. Si tu en as besoin, elle sera donnée, évidemment. Si jamais tu en as besoin, ça veut dire que toutes les masses qui vont être données dans les données ne seront pas en kilogrammes, elles seront en U, donc en unité de masse atomique. Par exemple, tu auras la masse d'un noyau d'hélium, He2 qui vaudra 4,002602 U, et non plus quelque chose en 10 puissance moins 27 kg. Donc il va falloir, comme pour la formule, tu as besoin des kilogrammes, mais il va falloir repasser des U au kilogramme. Là, on voudra dans l'énoncé que tu fasses beaucoup de conversions. Alors, comment fait-on pour passer des U au kilogramme ? Tu fais une petite règle de proportionnalité au brouillon. Un U, c'est 1,66054 10-27 kg. Ça te sera donné, je le répète encore. La masse du noyau d'hélium est ici, et donc tu as juste à multiplier pour obtenir 6,64648 10-27 kg. Et ça, tu pourras l'utiliser dans ton calcul de ΔM et de l'énergie fournie. Alors, pour aller plus loin, donc si on regarde cet exemple d'une réaction de fusion, mais ça marche aussi pour la fission, on a bien une conservation du nombre de protons et du nombre de nucléons. 1 et 1, 2 protons, 3 nucléons et 2 nucléons, ça fait 5 nucléons, 4 plus 1, 5 nucléons. Donc on a bien la conservation du nombre de protons et de nucléons. Mais on vous rappelle qu'on vous a appris en cours que ce sont les nucléons qui constituent la masse d'un noyau. Et pourtant, on vient de voir ici que la masse ici des réactifs était plus grande que la masse des produits, alors que les nombres de protons et de nucléons sont les mêmes. Mais comment est-ce qu'on peut perdre de la masse à ce moment-là ? Alors si vraiment cette petite question t'intéresse, donc je te propose de me retrouver dans une autre vidéo qui apparaîtra dans la description dès qu'elle sera prête. Et donc cette vidéo t'expliquera ce qu'est le défaut de masse. On ne parlera plus de perte de masse ici, on t'expliquera vraiment ce que c'est que vraiment le défaut de masse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner. Bonne révision!